Bien, merci pour la transition. Donc, voilà, Hervé a souligné tout à l'heure finalement que ce que je vais vous présenter maintenant va porter en fait sur une dimension de la ville intelligente et une dimension un petit peu particulière. Notamment en fait aussi celle que tu as évoquée tout à l'heure, comment de ces données numériques ou des données, à un moment on peut comprendre des choses du social et en faire des traces de la société. Donc en quoi, ce sera ma question là aujourd'hui, là, ce que j'ai appelé la photogénie numérique de la ville nous permet d'apprendre des choses sur les territoires urbains et plus particulièrement sur des dimensions culturelles, donc qui sont celles de la mémoire, de l'appropriation, des dimensions sensibles du rapport entre des citadins, des citoyens, des habitants, des touristes aussi, avec l'espace dans lequel ils se déplacent et dans lequel ils vivent. Voilà, alors je vais commencer aussi par un petit préambule. Donc tout à l'heure, Hervé n'a pas déplié tous les logos, mais je vais le faire pour ma part. Donc ma présentation va s'appuyer sur l'exemple d'un projet que je coordonne, donc qui est financé par le LABEX IMU. Mais c'est bien à plusieurs voies qu'il aurait fallu effectuer cette présentation, puisque c'est un projet qui est très fortement pluridisciplinaire, donc qui est porté par principalement l'équipe, par Helico, donc l'équipe de recherche à laquelle j'appartiens, en sciences de l'information et de la communication, où on s'intéresse notamment à étudier les processus symboliques de construction du sens, donc avec des approches sémiotiques par exemple. Et puis l'équipe du LIRIS, donc c'est mon collègue Eleude Eged-Sigmond qui est à l'INSA et qui représente la dimension plus informatique. Je vous en dirai quelques mots du projet. Et puis on travaille avec un autre partenaire en sciences sociales qui est l'équipe EVS, qui sont donc des géographes, et une autre équipe en informatique, le laboratoire ERIC. L'idée, c'est de mettre ensemble des compétences, soit sur la photographie, le sens des images et le rapport à la médiatisation qu'elle fabrique de la ville, des compétences en géographie aussi, et puis des compétences en informatique, l'une plutôt dédiée à la fouille d'images automatisée, et l'autre à la construction d'entrepôts de données, puisque, comme tu l'as montré tout à l'heure dans les petits schémas, structurer les données, structurer les informations va être très important. Voilà. Et donc, dans le cadre de cette équipe, il y a du monde à travers Oriane Piquer-Louis qui fait une thèse, Sullivan Dali et quelqu'un qui est en post-doctorat, un jeune chercheur, Nicolas Navarro, qui sont très importants, évidemment, pour travailler sur ce projet. On travaille avec deux partenaires publics, la métropole du Grand Lyon, la direction de l'aménagement de la métropole du Grand Lyon et la bibliothèque municipale de Lyon. Évidemment, la bibliothèque municipale de Lyon, parce que c'est un des acteurs où, sur les questions de mémoire et de patrimoine, en fait, un acteur incontournable. Et enfin, là, j'irai plus vite, deux entreprises, l'une qui est spécialisée dans des modes d'éditorialisation numérique de contenu, via des tables tactiles, par exemple, à des fins d'exposition et de diffusion, et puis Webcastor, qui est plutôt spécialisé sur l'analyse automatisée d'images. Bon, donc voilà, je termine sur le LABEX. En tout cas, tous ces partenaires, on s'est réunis un petit peu pour considérer qu'il y avait des questions qui nous intéressaient de manière commune. Évidemment, les questions des informaticiens, c'est quand même pas tout à fait les mêmes défis scientifiques que ceux des sciences sociales, mais qui nous intéressaient tous. C'était de voir un peu quelles étaient aujourd'hui des formes de médiatisation de la ville, de l'urbain, d'une certaine manière, ce qui pouvait être à certains moments le lieu de la presse locale, ou des médias traditionnels, va trouver place très largement aujourd'hui sur les réseaux sociaux numériques. Et donc ce qui nous intéressait tous, c'était de voir comment aujourd'hui le territoire urbain se documente à travers des photographies qui vont être produites, publiées, diffusées, circulées à travers des médias sociaux. Quelques noms, c'est Twitter évidemment, Facebook, Flickr, Instagram par exemple. Je reviendrai un peu aussi après sur la spécificité industrielle de ces médias-là. Et notre enjeu, c'était donc
de trouver les moyens pour comprendre ces pratiques de mise en mémoire un peu du territoire par la photographie, ces modes de circulation, et puis de relier aussi ces pratiques-là aux projets qui les fondent et aux stratégies qui les fondent, qui peuvent être des stratégies et des projets publics. Par exemple, ici, vous avez le cas des concours organisés par la RATP. Envoyez-nous la ville qui bouge. Vous comprenez immédiatement qu'il s'agit là de faire de l'amateur un contributeur qui va envoyer une photo et éventuellement y trouver un bénéfice, être exposé dans le métro. Ou alors des principes un peu de déclaration. À Paris Smart City, c'est la participation citoyenne qui va être au cœur de collecte d'images. D'autres types de projets institutionnels se mener autour du travail d'Only Lyon pour construire aussi son identité et animer son image de marque. On pouvait partager ses photos sur Instagram via... Donc autant d'initiatives qui sont souvent plutôt situées du côté d'un appel à la contribution des amateurs par des entreprises. Et il y avait un intérêt double à travailler sur donc, la circulation de ces photos. L'un pour la métropole de Lyon aussi, parce que finalement l'exploitation des réseaux sociaux, on en faisait l'hypothèse qu'on pouvait travailler sur quelque chose qu'on appelle souvent examiner le pouls de la ville. Tout à l'heure, Hervé évoquait la capacité qu'on peut avoir à travailler sur des données captées pour saisir des flux, etc. Finalement, on se dit, en exploitant ces photographies, ce serait une manière de voir, je vous montrerai après, comment finalement, justement, des perceptions sensibles aussi de l'espace peuvent être observées dans ces images. Donc nos objectifs, ils sont d'abord plutôt ceux de travailler sur la représentation photographique d'expression amateur. Deuxième objectif scientifique qui était aussi de trouver des moyens techniques pour à la fois collecter ces données, les analyser, et puis en partant d'une vision un peu peut-être, sur laquelle je vous montrerai qu'elle n'est pas si simple, que peut nous enseigner cette photogénie numérique? On se disait, ça va être super, on va pouvoir faire à la fois une collecte de données très importante, enfin on aura des gros corpus sur lesquels travailler, de toutes ces photographies, et puis on pourra aussi les interroger de façon automatisée. Donc par exemple, faire du traitement d'images pour arriver à les classer, à les organiser et à voir un peu quel type de représentation émerge. Et puis, enfin, un troisième enjeu scientifique, mais aussi qui était du lien avec nos partenaires, dans le lien avec nos partenaires, c'est l'intérêt des institutions publiques aussi pour ces productions amateurs. Et pour la Bibliothèque municipale de Lyon, qui a déjà un fonds amateur dans lequel elle appelle des contributions, un fonds photographie régionale et locale en Rhône-Alpes, le projet vise à réfléchir aussi à comment est-ce qu'on pourrait, finalement en temps réel aujourd'hui, alimenter, nourrir une certaine patrimonialisation de photos amateurs, mais issues d'autres types de contenus que les boîtes ou les albums amateurs, qui sont ceux des réseaux sociaux. Voilà, donc notre projet, c'est vraiment de voir un peu comment aujourd'hui cette médiatisation de l'urbain, elle fonctionne, elle travaille. Et puis, avec un peu une hypothèse sous-jacente, c'est finalement que dans ces images, on pourrait trouver un autre discours que le discours institutionnel ou que le discours traditionnel porté sur l'urbain. Il y a un peu une vision dans cette hypothèse qui est un peu celle d'une image de l'amateur un peu positive, qui va produire de l'insolite, nous permettre d'accéder aussi à une vision de la ville inattendue. Peut-être d'ailleurs, parfois on cherche un peu marginale, conflictuelle, différente en quelque sorte d'un discours un peu rodé qui pourrait transparaître par exemple du fil Twitter Only Lyon ou celui de la ville de Lyon. Donc une hypothèse que l'amateur produirait d'autres choses et nous permettrait d'apprendre finalement sur nos expériences sensibles, quotidiennes, sur des usages qu'on n'imagine pas. Donc
finalement, que d'aller travailler sur ces corpus nous permettrait d'accéder à quelque chose que Michel de Certeau appelait la tactique. Il opposait la stratégie, ce sont les aménagements, la planification de la ville, de l'urbanisme, etc. Et puis la tactique de celui qui marche en ville et qui va produire un autre sens aussi à la ville à travers sa pratique et puis la manière dont il se faufile dans ce qui est de l'ordre de la stratégie. Voilà, donc dans cette hypothèse-là, je serais en mal de complètement pouvoir ici en présenter des résultats, puisqu'on en est à peine 1 an et demi du projet, donc je viens plutôt vous présenter des questions et quelques points d'avancement ici. Alors donc le petit déroulé qui va m'amener aussi à remonter un peu dans le temps, puisque finalement, en faisant lien avec ce qu'on a discuté jusqu'à présent, la question de l'intelligibilité de la ville via des systèmes numériques, et donc qu'est-ce qu'on peut apprendre via ces systèmes numériques, elle se pose aussi à travers d'autres formes techniques de représentation aussi, qui sont par exemple celles de la photographie, qui depuis longtemps, et ça c'est une position très importante en sciences humaines et sociales, c'est aussi de se dire il y a du temps long, tu l'as montré aussi tout à l'heure, il y a du temps long derrière, et donc on ne travaille pas sur des objets qui sortent ex nihilo, mais ils s'inscrivent aussi dans une continuité. Et donc depuis longtemps, la photographie, évidemment, dans son histoire même technique, apparaît comme étant un moyen d'objectiver un peu le réel, à une prétention un peu scientifique aussi. On s'imaginait qu'avec la photo, on allait pouvoir à la fois systématiser de la production de connaissances, la construire, la documenter de façon extrêmement élaborée. Et donc je vais montrer rapidement 2 exemples. Ceux des projets qui avaient été mis en place par la direction territoriale, donc la fameuse DATAR dans les années 80, qui va missionner des photographes auteurs. On va chercher quand même des artistes, parce que ce sont ceux qui entretiennent avec l'espace la relation la plus nécessaire. Et dans les années 80, la DATAR avait imaginé, par des missions photographiques, de réaliser de grands enregistrements systématisés de la France des années 80 qui allaient croiser d'une part une vision objectivée du territoire et en même temps le regard d'un auteur, comme ici par exemple celui des photos couleurs de Robert Doisneau dans la région, dans le Val-de-Marne. Et cette vision que la photo pouvait permettre d'apprendre, donc c'est un système d'intelligibilité, elle va s'associer ensuite à un autre type de dispositif, encore plus systématisé que les grandes missions des années 80. Dans les années 90, on crée des observatoires photographiques du paysage avec des protocoles très élaborés, où il s'agit de stocker des images, de les refotographier tous les 2 ans, tous les 4 ans, etc. Vous avez ici un exemple de série. Et de créer donc une sorte d'instrument, ni outil ni média, mais qui visait à produire des savoirs sur la variation, sur le temps urbain, sur sa morphologie, mais aussi sur la sociabilité, c'est-à-dire les modes de vie qui s'y opèrent. Donc première illustration de cette articulation, où on va s'imaginer qu'on apprend par la photo. Ma deuxième illustration, elle va chercher, elle, sur un autre exemple. C'est les concours dont je vous parlais tout à l'heure, ceux qui sont impulsés par exemple la RATP et qui s'articulent aux industries que sont les médias numériques. Ces concours, il en a existé de très nombreux. Il en existe un fameux qui a été commandité par la ville de Paris en 1970, où il s'agissait de faire témoigner les Parisiens, les habitants, en leur donnant à documenter par la photo des carrés de la ville de Paris, à un moment où la ville de Paris, on est dans les années 70, c'est le moment des voies sur berge, c'est le moment où on transforme et on construit d'autres manières de faire flux. Alors ces photos-là, ces productions amateurs, elles sont remarquablement nombreuses, c'est-à-dire que ce concours, il a donné lieu à plus de 70 000 photos en noir et blanc, 30 000 en couleur, donc on ne sait pas du big data, mais c'est un peu une autre forme d'objet, et puis des photographies dont on peut observer, par exemple, je l'ai surligné ici en rouge,
comment les légendes produites par les amateurs, qui ont donné finalement aux archives de la ville de Paris ces images, comment ces légendes, elles vont ancrer le sens de ces images en les rattachant aussi à un enjeu, à un projet. Par exemple, montrer les transformations. Ici, c'est un projet technique presque, c'est un fragment des fortifications de Paris. C'est ainsi que l'amateur va, en quelque sorte, éditer sa photo, inventer sa légende pour montrer un changement et quelque chose qui est de l'ordre d'une disparition des fortifications. Mon deuxième exemple, c'est celui-ci, tiré toujours de ce même concours. Et là, vous voyez que la légende, elle change un peu de contenu, puisqu'on n'est pas dans une légende qui décrit, mais dans une légende qui va montrer plutôt un problème. Paris, 1 mètre carré d'espace vert par habitant. On est presque dans la provocation, dans le message posé à la ville de Paris, avec une photographie qui l'accompagne et qui, elle, est un peu décalée, puisqu'on voit juste un jeune enfant assis sur un tas d'objets, un peu de détritus. Donc, ces deux exemples, ils me permettent de positionner aussi la façon dont on va interroger ces réseaux sociaux numériques, en montrant d'abord que, évidemment, ce qu'on va observer comme photos sur ces réseaux sociaux est lié à des projets et à des stratégies qui sont complexes, qui ne sont pas simplement le fait de déposer sa photo en ligne, mais qui vont être liées à la façon dont on va inciter, on va collecter ces images. Et puis, la deuxième chose, c'est aussi ce que je voulais souligner, c'est qu'une image, évidemment, pour être une parole sur la ville, pour être une expression qu'on va pouvoir analyser en tant qu'expression, elle nécessite évidemment qu'on interprète aussi les légendes, tout l'appareillage en quelque sorte des éléments qui la donnent à lire, qui l'exposent dans l'espace public. Alors donc, c'est ces appareillages-là qui sont très importants, qui vont être particulièrement compliqués pour notre projet. C'est ce que j'ai indiqué dans ce deuxième point comme étant les fausses évidences des médias informatisés. A priori, ça pourrait paraître simple. Tout est en ligne, c'est accessible. On pourrait collecter de façon presque beaucoup plus évidente que le fameux concours de la ville de Paris qui suppose que tout le monde organise, mette en place un dispositif complexe. Donc, ces réseaux sociaux numériques, ils ont, là j'ai repris l'interface d'Instagram, si on tape le nom d'un lieu de la ville de Lyon, la place Mazingran, il y a quelque chose qui ressort, il y a toujours un truc qui arrive. Puisque le principe de ces médias-là, c'est qu'il y a toujours un contenu qui va être organisé d'une manière complexe, mais il y a toujours quelque chose à trouver quelque part dans cet endroit-là. Donc nos matériaux de travail, ce sont des données qui nous permettent, et c'est l'objectif, d'accéder ensuite au mode d'exposition ou d'appareillage de ces photos pour pouvoir les analyser. Ces réseaux sociaux numériques, ils fonctionnent aussi sur tout un ensemble de conventions de partage. Donc à la différence des fameuses du concours amateur que je vous ai montré tout à l'heure, la publication d'images en ligne, elle va être appareillée justement par l'injonction et l'incitation à ce que ces photos ensuite on les fasse circuler, qu'on les partage. Et donc ça implique qu'une photo, évidemment, elle n'est jamais toute seule avec sa légende, mais elle va être absolument liée à tout un ensemble de métadonnées. Donc je vais vous montrer ça un peu plus en détail, mais évidemment, ce qui nous intéressait là, c'était de le lier à un territoire. Et donc, de ne pas regarder les réseaux sociaux numériques en l'air, en quelque sorte, mais de les rattacher à la compréhension qu'on pouvait avoir de perception sensible de la métropole de Lyon. Donc on a choisi 2 terrains, il y en a un petit peu plus, mais je vais rester là-dessus, 2 terrains, l'un qui concernerait un moment festif de la ville, un temps particulier, donc des narrations de la fête des Lumières collectées tous les ans pendant les 3-4 journées de la fête des Lumières, de manière automatisée. Donc on a commencé ces collectes en 2015, on a 3 séries, 2015, 2016 et 2017. Et puis un autre projet de travail qui, lui, ne partirait pas d'une collecte automatisée réalisée en quelque sorte vue du numérique, mais qui interrogerait
comment sur un quartier défini, le quartier Grand Clément à Villeurbanne, on pourrait repérer finalement un corpus qui nous raconterait des choses, justement des représentations de ce quartier à travers des photos numériques. Et donc on croise des perspectives très quantitatives. Donc mes collègues du LIRIS réalisent des collectes automatisées en temps réel qui leur permettent de suivre l'événement, comme ils le disent, et puis en même temps des démarches ethnographiques qui nous amènent à aller interroger des gens, à regarder ce qu'ils font avec ces images, comment ils les classent, etc. Voilà, donc par exemple pour la fête des Lumières, ça donne des proportions très élevées de données qui sont tout à fait intéressantes, mais qui posent plein de questions sur ce qu'elles nous disent ensuite, puisqu'on a des données agrégées qu'on peut en quelque sorte on va avoir 30 000 tweets par exemple, et donc ce qui fait l'objet du projet, c'est de redescendre à une granularité. On va travailler sur les tweets dans le détail. Un des enjeux, en quelque sorte, c'est à la fois d'avoir une vue un peu panoramique, si je reprends le terme que tu as dit tout à l'heure, et en même temps de pouvoir travailler sur ces représentations avec tout leur appareillage éditorial, tout ce qui en fait finalement la vie sociale et la valeur de sens qu'elles vont avoir pour des personnes. Alors, je vais prendre maintenant quelques exemples tirés de Grand Clément, simplement pour vous montrer la complexité du type de données que ça nous amène à manipuler. Ici, j'ai repris un tweet. Vous voyez que j'ai tenté de l'anonymiser, puisque ça fait partie de nos conditions de travail. Et vous voyez que c'est donc cette personne a fait 2 photographies, l'une que j'ai floutée, l'autre une image vue de mon balcon. On a bien une photo, là, amateur de Grand Clément, qui va être associée à plein de petits signes qui sont des métadonnées. En particulier, le fait, vous voyez, le premier mot dièse, hashtag j'écoute Énergie Lyon, à Grand Clément, c'est comme ça qu'on a trouvé cette image. Elle renvoie aussi à Énergie Lyon, cette image-là. Et puis, également une chanteuse, Ariana Grande. Et puis, donc, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui font partie de peut-être de ce qu'on veut appeler la légende, mais qui sont aussi les conditions de circulation et de reclassement de ces images. En quelque sorte, cette photo, elle est là, mais elle va apparaître aussi dans le fil Twitter d'Énergie. Elle va donc vivre elle va connaître des vies et des modes de publication extrêmement variés. Autre exemple, tiré là de Flickr, pour cette photo d'un coin de rue, toujours à Grand Clément, cette image, vous voyez, elle est complètement imbriquée par des attributs, des métadonnées, qui sont celles des modalités de la prise de vue, de la collection dans laquelle la personne l'a mise. Elle a construit un album, une collection. C'est aussi très important pour nous de voir ce que les gens font avec leurs images. Et enfin, il a, vous voyez, pris le temps en plus de rédiger une légende un peu complexe, Villeurbanne à l'angle entre les rues, etc. Et où il raconte aussi des choses du moment où il a pris cette photo. La femme voilée s'abrita rapidement de mon regard. Donc, toutes ces données-là, on souhaite les avoir, nous, dans le projet. Opération de reclassement, simplement ici, je vous montre deux manières dont, à l'intérieur d'un même réseau social, c'est une des fausses évidences, finalement, ces images, on va pouvoir à nouveau leur faire vivre des vies différentes et les faire apparaître, soit en les traitant en fonction de leur couleur. Vous pouvez, sur Flickr, décider de voir toutes les photos vertes, ou alors à travers une recherche par mots-clés. À chaque fois, finalement, ce qui serait de l'ordre d'une exposition de ces photographies amateurs s'inscrit dans de nouvelles collections qui dépendent aussi des lignes éditoriales de ces banques d'images comme Flickr, de ces bases d'images. Un des enjeux pour Flickr, c'est aussi de faire vivre ces photographies éventuellement pour quelqu'un qui rechercherait une image libre de droit pour illustrer un article. Et donc la colorimétrie, le fait de pouvoir les classer par couleur, permet d'aller trouver la bonne photo verte pour éventuellement la mettre dans un dépliant. Donc la double entrée disciplinaire, sciences de l'informatique et sciences de l'interprétation, elle nous demande un travail très important pour faire de ces données qui sont collectées en termes de flux et un peu disparates par les traitements automatisés, d'en faire des énoncés, c'est-à-dire des éléments sur lesquels nous, on va pouvoir travailler du point de vue de ce qu'elles racontent du territoire.
Et donc, ça nous impose, hein, et c'est très important finalement en termes de qu'est-ce que ça peut nous enseigner sur la ville, d'arriver à conserver l'image et son environnement éditorial, donc des choses qui socialement font sens, de réfléchir aussi avec les informaticiens aux catégories, parce que finalement cette collecte automatisée, elle part quand même de mots-clés. Il faut bien à un moment donner à l'ordinateur des éléments, des mots-clés, des catégories prédéfinies. Donc le choix fait des lumières, eh bien, ça a des implications d'aller choisir ce terme, hein, sur le type de résultat qu'on va avoir en termes de corpus. Et donc ce que nous attrapons, je vais reprendre un terme de Dominique Boulier, c'est ce qu'il appelle l'écume numérique. Hein, il ne s'agit pas de se dire qu'on va trouver là des vrais usages de la ville sur ces images-là. Ce que ça peut nous enseigner, hein, ce sont des usages sociaux de la photographie numérique, hein, et de la photographie urbaine et amateur aujourd'hui. Donc les entretiens nous permettent d'approfondir finalement aussi la valeur et le statut des photographies pour ces amateurs. Ça a une implication aussi pour les retombées sociétales, si on veut, du projet, pour éventuellement la patrimonialisation de certaines de ces images. Comment est-ce qu'on peut les amener à devenir des archives pour la Bibliothèque municipale de Lyon, par exemple. Et en ça, bon, bah voilà, notre intervention là, hein, c'est d'accompagner la définition des valeurs, des statuts de ces images, hein, de manière assez fine, en notamment pointant les prudences et les précautions, ce sera mon dernier point, nécessaires pour faire du numérique un moyen de connaissance sur la ville, sans confondre le nombre, le calcul et les données agrégées avec une réalité sociale. Alors, en guise de troisième partie, mais ce sera une conclusion, je souhaitais souligner finalement quelques éléments qui sont liés à un temps long de défrichage de ce que j'ai appelé les prudences ou les précautions éthiques, hein, et réflexives du projet. Pourquoi ? Parce que, évidemment, là, on entre dans un univers de données qui est d'abord extrêmement sensible. Hein, tout à l'heure, tu évoquais la question des données personnelles. À la fois, ces images, ces tweets, ces éléments sont publics, et en même temps, hein, nous n'avons les lois sur la collecte et la gestion des données personnelles que des droits très limités à les stocker et à les analyser. Notamment, par exemple, nous sommes censés pouvoir les anonymiser ou en tout cas les détacher totalement, hein, de leur émetteur. Et donc le choix qui a été fait dans le travail, hein, c'est par exemple pour le cas du quartier Grand Clément, eh bien, c'est sur chaque réseau social sur lequel on allait investiguer, c'est de créer un compte au nom du projet et finalement de se rendre visible et transparent aux yeux de nos enquêtés, hein, pour reprendre un terme d'ethnographie, donc nous rendre visibles et transparents, et donc de croiser, hein, cette construction, comme ici vous le voyez, d'un corpus d'images, hein, sur Grand Clément, d'y repérer dans ce corpus des éléments stéréotypiques ou emblématiques du quartier qui vont particulièrement émerger. Alors ça peut être notamment le tram dans le quartier, mais aussi des éléments qui vont concerner certains pôles du quartier, comme la place du marché par exemple, hein, donc de voir un petit peu ces éléments-là, et en même temps d'aller construire, hein, une démarche d'enquête qui va reposer sur un grain plus fin, qui est celui appuyé sur l'entretien avec ces personnes, et qui nous permet de voir finalement de manière assez fine aussi comment on peut traduire ces images comme des traces de leur expérience vécue de l'espace urbain. Voilà, donc ces prudences, donc, elles sont à la fois éthiques, juridiques, hein, mais je disais aussi réflexives, parce que c'est aussi une façon de créer des points d'attention ou de souligner finalement qu'on n'accède pas au pouls de la ville, hein, ou à une connaissance qui serait plus véridique, plus vraie ou plus objective du territoire. En fait, on va accéder vraiment à des pratiques, à des usages sociaux. La question,
pour, par exemple, la Bibliothèque municipale de Lyon, c'est de se dire, est-ce qu'on va fournir finalement une sorte de fond comme ça, ou est-ce que l'intérêt, c'est pas plutôt de rattacher ces images à des récits, aux récits de ceux qui les ont produites, notamment parce que c'est à travers ça qu'on peut retrouver l'idée de créer du dialogue, du débat public, de réfléchir à ce que c'est que le partage de mémoire plurielle sur la ville. Tout à l'heure, je montrais l'exemple de cette légende un peu polémique pour ce concours amateur dans les années 70, où on souligne que Paris, il n'y a pas de verdure, donc Paris, 1 mètre carré de verdure pour tant d'habitants. Eh bien, c'est de rendre compte aussi peut-être d'éléments de friction qui ne sont pas forcément aussi consensuels que ceux qu'on va retrouver peut-être attendus via l'appel à contribution ou à partage photographique sur des fils de réseaux sociaux construits dans des cadres de communication publique ou marketing. Donc notre question finalement, c'est l'accompagnement du devenir archive de certaines de ces photographies, leur sélection, leur élection, en disant finalement ce qui est important c'est de leur donner le poids suffisant en fait en quelque sorte pour qu'elles puissent être représentatives d'une parole ou d'une expression dans l'espace public. Voilà, je vous remercie.